Il était le monstre que chaque serveur priait de ne pas avoir à servir. Alistair Blackwood, un milliardaire dont le caractère était plus célèbre que sa fortune. Le personnel de La Cuillère Dorée se faisait porter malade, laissait tomber des plateaux, faisait n'importe quoi pour éviter sa table. Pendant des années, ils avaient marché sur des œufs autour du dragon, supportant sa rage froide et ses exigences impossibles dans un silence effrayé. Tout le monde connaissait les règles, ne jamais le regarder dans les yeux, ne jamais parler sans y être invité et ne jamais, au grand jamais, le contredire. Puis une nouvelle serveuse, Sophia Rossi, a commencé son service totalement inconsciente de la légende. Et lorsqu'elle a regardé le monstre droit dans les yeux et a refusé de détourner le regard, elle a, sans le savoir, allumé une mèche qui allait révéler un secret si dévastateur qu'il changerait tout. Comme La Cuillère Dorée n'était pas seulement un restaurant, c'était un théâtre. Chaque soir, sous la lueur chaude des lustres en cristal, se jouait un spectacle de richesse et de statut. Ses clients étaient l'élite de la ville, héritiers de vieilles fortunes, magnates de la technologie et les politiciens qui les courtisaient d'un. Le personnel était composé de professionnels chevronnés, formés pour être des fantômes discrets qui anticipaient tant chaque besoin avant même qu'il ne soit exprimé. Ils se déplaçaient avec une grâce synchronisée et silencieuse, leurs visages des masques sereins de service impeccables. Mais le mardi soir, un autre type de spectacle avait lieu. Un one-man show d'intimidation, et tout le personnel en devenait le public involontaire et tremblant. Le mardi était le soir de M. Blackwood. Alistair Blackwood, ce nom était prononcé à voix basse dans les cuisines, comme une malédiction qui semblait glacer l'air. C'était un titan de l'industrie, un homme qui avait bâti un empire mondial de la logistique à partir de rien. Son visage, buriné de rides sévères et encadré de cheveux gris acier, faisait souvent la couverture des magazines d'affaires. Mais dans les couloirs feutrés de La Cuillère Dorée, il n'était pas un titan, mais une terreur. Les histoires à son sujet constituaient le folklore sombre du restaurant. On racontait l'histoire du sommelier qui l'avait renvoyé sur le champ pour avoir recommandé un vin que Blackwood jugeait présomptueux. Il y avait aussi ce jeune serveur qui avait accidentellement renversé une seule goutte d'eau sur la nappe et avait essuyé un regard si incendiaire qu'il avait démissionné en plein service. La peur était primitive. Lorsque sa Rolls-Royce noire et polie s'arrêtait devant le trottoir, une vague de panique silencieuse déferlait sur l'établissement. Le maître d'hôtel, Grégory, un homme qui avait un jour affronté un taureau en furie à Pampelune, devenait visiblement pâle. Les serveurs les plus expérimentés trouvaient soudain des affaires urgentes à régler dans la cave à vin. Le personnel subalterne développait un intérêt soudain pour le polissage de l'argenterie déjà étincelante dans l'arrière-salle. La tâche peu enviable de le servir revenait à celui qui tirait la paille la plus courte, un rituel sinistre supervisé par le directeur de salle, M. Peterson. C'est dans cet antre d'anxiété soigneusement géré qu'entra Sophia Rossi. Sophia était nouvelle non seulement à La Cuillère Dorée, mais aussi à ce niveau de service. Elle avait 24 ans et dans ses yeux couleur de miel chaud brûlait un feu de détermination. Sa vie avait été une série de coups durs et de détours. Elle cumulait 2 emplois pour payer les études de sa jeune sœur, Maya, à l'université communautaire, tout en aidant à gérer la montagne croissante de factures médicales de leur mère, qui luttait contre une maladie chronique. Pour Sophia, ce travail n'était pas une question de prestige, mais de survie. Il payait mieux que n'importe quel autre endroit où elle avait travaillé, et elle était déterminée à réussir, à devenir l'un de ces fantômes professionnels et impeccables. Elle passa sa première semaine en formation, mémorisant la carte des vins vertigineuse, l'emplacement précis de 7 fourchettes différentes et les signaux sociaux subtils des fabuleusement riches. Elle n'avait pas encore été initiée au culte de la peur qui entourait Alistair Blackwood. Sa formation s'était concentrée sur le menu et le protocole, pas sur les profils psychologiques des clients difficiles. Le 2e mardi, la courte paille, métaphoriquement, lui est revenue. Le serveur assigné à la table d'angle habituelle de Blackwood, une alcôve isolée offrant intimité et vue sur la ville, a été soudainement terrassé par une grippe intestinale que tout le monde a reconnue comme une excuse diplomatique. Monsieur Peterson, le visage tendu par le stress, a balayé la salle du regard. Ses yeux désespérés se sont posés sur Sophia. Elle polissait des verres derrière le bar, ses mouvements rapides et efficaces. « Rossi !» appela Peterson d'une voix basse et pressante. « C'est votre tour. » « Mon tour pourquoi, monsieur Peterson ?» demanda-t-elle en posant délicatement un verre en cristal. « Table 7, M. Blackwood. » Le nom ne lui disait rien. « D'accord. A-t-il des allergies ou des préférences, mais que je devrais connaître ?» Un serveur voisin laissa échapper un rire nerveux qu'il étouffa rapidement par une toux sous le regard meurtrier de Peterson. « Soyez simplement parfaite,
murmura Peterson, les yeux écarquillés. « N'engagez pas la conversation, ne faites pas de suggestions s'il n'en demande pas. Votre nom est serveuse, votre opinion est nulle, compris? Soyez rapide, soyez silencieuse, soyez invisible. » L'insistance de l'avertissement lui parut étrange, mais Sophia se contenta de hocher la tête. Elle avait déjà eu affaire à des clients difficiles. À quel point un seul homme pouvait-il être terrible? Elle ajusta son tablier noir, prit une profonde inspiration et s'empara du menu relié en cuir. En s'approchant de la table 7, elle sentit l'atmosphère de la salle changer, comme si une centaine de conversations avaient baissé de volume en même temps. Les autres serveurs se déplaçaient avec une prudence nouvelle et tendue. Leurs regards, tels des oiseaux effarouchés, se posaient sur elle puis s'en détournaient aussitôt. Elle sentait sur son dos leur regard collectif, lourd comme une chape de peur partagée. Il était déjà assis, regardant par l'immense fenêtre la ville scintillante en contrebas, et ne leva même pas la tête à son approche. C'était un homme grand et imposant. Son costume bleu marine sur mesure tombait parfaitement sur ses larges épaules. À côté de sa main se trouvait un verre à moitié vide de ce qui ressemblait à du whisky. « Bonsoir, monsieur », dit Sophia d'une voix claire et assurée. « Bienvenue à la Cuillère Dorée. Puis-je vous présenter le menu ?» Alistair Blackwood tourna lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu pâle et glacial saisissant, la scrutèrent de la tête aux pieds. Ce n'était pas un regard lubrique, c'était une évaluation froide et dédaigneuse, comme s'il inspectait un meuble à la recherche de défauts. Il ne dit rien. Le silence s'étira, devenant épais et inconfortable. Sophia soutint son regard, refusant de baisser les yeux la première. On lui avait appris que le contact visuel direct était un signe de confiance et de sincérité. L'avertissement de Peterson résonnait dans sa tête, mais l'instinct fella prit le dessus. Se dérober lui semblait être une forme de malhonnêteté. Finalement, avec un grognement sourd, il désigna brusquement la table. « Laissez-le. » Sophia posa le menu. « Puis-je vous resservir un whisky pendant que vous décidez ?» Il leva son verre, fit tourner le liquide ambré et but une lente gorgée sans la quitter des yeux. « Vous êtes nouvelle, constata-t-il. Ce n'était pas une question. »« Oui, monsieur. C'est ma 2e semaine. »« On laisse les nouvelles servir à cette table maintenant ?» demanda-t-il avec un mépris subtil et tranchant dans la voix. « Le niveau doit baisser. » Sophia sentit ses joues s'empourprer, mais elle réprima son irritation. Elle pensa aux factures médicales de sa mère. Elle pensa aux frais de scolarité de Maya, dus le mois prochain. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. « Je connais parfaitement le menu, monsieur, » répondit-elle d'un ton égal et professionnel, « et je peux vous assurer que la seule chose qui baissera ici, c'est le beurre sur votre petit pain gratuit, si vous le désirez. » Le silence qui suivit fut absolu. Le cœur de Sophia battait à tout rompre contre ses côtes. Elle pensait qu'elle allait être renvoyée sur le champ. Elle sentait la terreur de Peterson de l'autre côté de la pièce, même sans le regarder. Du coin de l'œil, elle vit Brenda, une serveuse chevronnée, porter la main à sa bouche. Le visage sévère de Blackwood ne changea pas, mais quelque chose traversa ses yeux froids, de la surprise, de l'agacement. Il la fixa un long moment, puis émit un autre grognement sourd qui ressemblait moins à un rejet qu'à une reconnaissance réticente. Filet mignon, saignant mais plus proche du bleu que du saignant. S'il y a la moindre trace de rose au centre, je le renverrai. La sauce à part, pas versée dessus, pas en flaque à côté, mais dans un récipient séparé. Et une bouteille de Pétrus de 1982. Il n'avait même pas jeté un œil à la carte des vins. Il savait ce qu'il voulait. Il savait que c'était l'une des bouteilles les plus chères et les plus rares qu'il possédait. C'était une démonstration de pouvoir, une épreuve. « Excellent choix, monsieur », dit Sophia, sa voix ne trahissant aucune de ses turbulences intérieures. Elle nota la commande d'une main ferme. « Je la transmets immédiatement. » Elle se retourna et s'éloigna, le dos droit, le pas mesuré. Elle ne courut pas et ne montra aucun soulagement. Elle se déplaçait avec la même grâce professionnelle qu'à son arrivée. Alors qu'elle passait devant le bar, Brenda l'attrapa par le bras. Ses yeux étaient écarquillés d'un mélange de terreur et de fascination. « Tu es folle ?» siffla Brenda. « Tu lui as tenu tête ? Personne ne lui tient tête. »« Je ne lui ai pas tenu tête, » corrigea calmement Sophia en se dégageant. « J'ai fait mon travail. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'assurer que le chef comprend le concept de « plus proche du bleu que du saignant ». Elle disparut dans les cuisines, laissant derrière elle un sillage de silence stupéfait. Le personnel de la Cuillère Dorée venait d'assister à l'impensable. La nouvelle serveuse avait résisté à Alistair Blackwood. Et pour la première fois depuis très longtemps, personne ne savait ce qui allait se passer. Le scénario avait été jeté, et le théâtre de la Cuillère Dorée devenait soudain très réel.
La cuisine était une cocotte minute de chaos contrôlé, mais lorsque Sophia franchit les portes battantes, le vacarme habituel des poêles et des ordres criés sembla s'apaiser un instant. Le chef Antoine, un génie caractériel qui ne craignait personne, sauf, apparemment, l'homme de la table 7, leva les yeux de son délicat filet de bar. « Commande pour Blackwood », annonça Sophia en lui tendant le banc. Elle se pencha plus près. « Chef, il a été très précis sur le steak. Il a dit saignant mais plus proche du bleu. Et il a aussi dit qu'il le renverrait s'il y avait la moindre trace de rose. » Antoine arracha le papier, les sourcils froncés. « Plus proche du bleu, mais pas rose. Il veut que je le cuise d'un regard sévère. C'est quoi ce charabia ? Et la sauce dans un bol à part, complètement séparée de l'assiette, » ajouta Sophia. Antoine grogna en passant une main dans ses cheveux farinés. Cet homme invente un nouveau jeu psychologique chaque semaine. D'accord. Je vais le saisir 45 secondes de chaque côté et l'agiter dans la direction générale du four. S'il se plaint, dis-lui qu'il a été cuit à la mécanique quantique. Puis il cria au sommelier « Va chercher le pétrus dans la cave la plus profonde et traite-le comme le cœur d'un nouveau-né. » Sophia quitta la chaleur de la cuisine, sa mission accomplie. Mais en retournant dans la salle, elle se retrouva au centre d'une tempête de chuchotements. Les autres serveurs la regardaient enfin différemment maintenant. Avant, elle était la nouvelle, la discrète. Maintenant, elle était une curiosité, une téméraire qui avait poussé le dragon et qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas été incinérée. Brenda l'intercepta de nouveau, l'entraînant cette fois dans la petite salle du personnel, exiguë à l'arrière. Monsieur Peterson était là aussi, arpentant l'espace minuscule comme un fauve en cage. Il avait desserré sa cravate et une sueur froide brillait sur son front. « Rossi, fermez la porte », ordonna Peterson d'une voix tendue. Sophia obéit. Le clic du loquet résonna bruyamment dans le silence tendu de la pièce. « À quoi diable pensiez-vous » commença Peterson, s'arrêtant pour la fixer. « Je vous avais dit, soyez silencieuse, donc, soyez invisible. La seule chose qui baissera ici, c'est le beurre sur votre petit pain. Vous cherchez à vous faire renvoyer ?»« Il a été grossier, monsieur Peterson, » dit Sophia, sentant sa propre protestation monter. « Il a insinué que j'étais incompétente et que vos standards baissaient. Je n'ai fait que le corriger poliment. »« Poliment ?» intervint Brenda, les bras croisés. « Sophia, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un client ordinaire. C'est Alistair Blackwood. Il ne fonctionne pas selon les règles humaines normales. Il ne connaît pas la politesse. Il ne connaît que le pouvoir. C'est un requin. On ne corrige pas un requin, on espère juste qu'il ne vous mordra pas. » Peterson s'assit sur un petit banc en se massant les tempes. « Brenda a raison. Laissez-moi vous brosser le tableau complet, puisque vous semblez avoir manqué la note de service. Il y a 2 ans, Blackwood est venu. Un jeune serveur, Thomas, un bon garçon, s'occupait de lui. Blackwood a prétendu que sa soupe était froide. Ce n'était pas le cas. Thomas, essayant d'être serviable, a dit « Je peux vous assurer, monsieur, elle sort tout droit de la casserole. » Une simple suggestion innocente. Peterson leva les yeux, le regard grave. Blackwood a passé un coup de fil. Le lendemain, le père de Thomas, chef de service dans une entreprise de fourniture de taille moyenne, a été licencié. L'entreprise venait de perdre son plus gros contrat avec une filiale de Blackwood Industries. Nous n'avons jamais rien pu prouver, bien sûr, mais nous avons tous compris. Cet homme est rancunier et cruel. Il peut détruire une vie pour une assiette de soupe. Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était plus qu'un simple homme riche en colère. C'était quelque chose de plus sombre, de plus malveillant. « Pourquoi ?» demanda Sophia d'une voix à peine audible. « Pourquoi est-il comme ça ?» Brenda soupira, son expression sévère s'adoucissant un instant. « L'histoire raconte, commença-t-elle, qu'il n'a pas toujours été comme ça. Il y a des années 20 il était différent. Heureux en mariage, il avait une petite fille. Et puis il y a eu un accident. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et les a tués toutes les 2 sur le coup. Sa femme, Liliane, et sa fille, Olivia. Elle n'avait que 6 ans. L'air dans la petite pièce s'alourdit du poids d'Oran de cette tragédie. Sophia pensa à sa propre famille, à l'amour féroce et protecteur qu'elle ressentait pour sa mère et sa sœur. L'idée de les perdre était une douleur physique, un trou noir qui menaçait de l'engloutir tout entière. Le type qui a fait ça, continua Brenda d'une voix basse, avait de l'argent et de bons avocats. Il s'en est tiré avec une peine légère, des travaux d'intérêt général et une suspension de permis temporaire. On dit que Blackwood a changé après ça. L'homme qui est entré dans ce tribunal n'est jamais celui qui en est ressorti. Il est devenu dur, froid et en colère contre le monde entier, comme s'il essayait de punir tout le monde pour l'injustice qu'il a subie. Alors il vient ici chaque semaine, pourquoi ? Déverser son malheur sur nous ? Demanda Sophia. Un mélange de pitié et de ressentiment bouillonnait en elle.
Nous pensons que c'est une question de contrôle, dit Peterson las. Il n'a pas pu contrôler la chose la plus importante de sa vie. Alors maintenant, il contrôle tout le reste, jusqu'à la température de sa soupe et la nuance exacte de rouge de son steak. Et nous le laissons faire parce que ce restaurant a besoin de sa clientèle. Ses dîners hebdomadaires, les événements qu'il organise ici, tout cela représente une part importante de nos revenus. Alors nous marchons sur des œufs, nous endurons les humiliations et nous encaissons l'échec. C'est le pacte. Il se leva et regarda Sophia droit dans les yeux. C'est pourquoi je vous dis cela, non pas pour vous faire peur, bien que vous devriez l'être. Je vous le dis comme un avertissement. À partir de maintenant, vous faites exactement ce que j'ai dit. Pas de contact visuel, pas de répartie spirituelle. Vous êtes une machine. Vous servez la nourriture, vous débarrassez les assiettes et vous ne dites rien. C'est compris ? Sophia hocha la tête, mais ses pensées tourbillonnaient plein. Cette histoire changeait tout. Il n'était plus seulement un monstre. C'était un homme dévasté par le chagrin qui s'en prenait au monde à cause d'une douleur inimaginable. Cela n'excusait pas son comportement, l'idée de ce qui était arrivé au serveur Thomas lui nouait l'estomac. Mais cela compliquait les choses. Elle quitta le vestiaire avec l'impression de marcher sur une corde raide. D'un côté, son instinct d'amour-propre et son refus de se laisser traiter comme de la saleté. De l'autre, la possibilité très réelle et effrayante d'un effondrement professionnel et personnel, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille, qui dépendait d'elle. Lorsque l'incroyablement chère bouteille de Pétrus arriva de la cave, enveloppée dans un linge blanc immaculé, Sophia la porta à sa table. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lui présentait l'étiquette. « En rang, Pétrus, 1982, monsieur », dit-elle d'un ton soigneusement neutre et monocorde. Il acquiesça en signe d'approbation sans la regarder. Elle déboucha la bouteille avec expertise. Le doux pop résonna dans l'alcôve silencieuse. Elle en versa une petite quantité dans un verre pour qu'il le goûte. Il le fit tourner, le sentit et en prit une gorgée, gardant le vin en bouche pendant une durée inquiétante avant de l'avaler. « C'est que ça c'est... quota opos acceptable » déclara-t-il enfin. Sophia remplit son verre au niveau approprié et s'apprêtait à se retirer quand il parla de nouveau, d'une voix basse et rauque. « Serveuse. » Elle s'immobilisa, le dos tourné. « Oui, monsieur ?»« Votre nom, » ordonna-t-il. Son cœur s'emballa. Les mots de Peterson lui crièrent dans la tête. « Votre nom est serveuse. » Elle devait être anonyme, un fantôme. Donner son nom lui semblait d'être équivalent à lui donner une cible. C'était comme lui tendre une arme. Elle ferma les yeux une fraction de seconde. Les visages de sa mère et de sa sœur défilèrent dans son esprit. Elle se tourna lentement vers lui. Son propre chagrin, ses propres luttes, son propre besoin féroce de protéger sa famille, tout cela monta pour affronter son regard froid et vide. Elle ne se recroquevillerait pas. Elle serait professionnelle, mais elle ne serait pas un fantôme. « Sophia, monsieur » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Sophia Rossi. » Alistair Blackwood la fixa. Son expression était illisible. Le bleu glacial de ses yeux semblait la transpercer. Il hocha lentement et délibérément la tête, puis reporta son attention sur la fenêtre, la congédiant. En s'éloignant, Sophia ressentit un profond sentiment de terreur. Elle venait d'enfreindre la règle la plus importante. Elle avait donné son nom au requin et ne pouvait plus qu'attendre la morsure. Une semaine passa. Une semaine longue et angoissante, où chaque sonnerie de téléphone faisait bondir l'estomac de Sophia jusqu'à sa gorge, s'attendant à ce que ce soit M. Peterson lui disant de ne pas venir. Chaque fois que sa mère appelait pour demander comment se passait son nouveau travail, Sophia se forçait à prendre un ton joyeux et enjoué, décrivant les lustres et la nourriture exquise, mais omettant le tyran milliardaire local qui pouvait tenir le destin de sa famille entre ses mains. Elle était à bout comme une corde tendue d'anxiété. Les autres employés la traitaient avec un étrange mélange de pitié et de curiosité morbide, comme si elle était un agneau mené à un abattage prévisible. Lorsque le mardi soir arriva de nouveau, l'atmosphère à l'Arqueocrin, la cuillère dorée, était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à poisson. Sophia essaya de s'occuper avec des tâches subalternes, espérant être affectée à une autre section, n'importe où sauf là. Mais elle savait que c'était un vain espoir. À 18h précise, la Rolls-Royce s'arrêta devant le trottoir. Grégory, le maître d'hôtel, déglutit difficilement et s'approcha de M. Peterson. « Il est là !» annonça Grégory d'une voix faible. Et il a fait une demande en réservant. Peterson ferma les yeux. « Ne me dites pas que... » Il a demandé la même table, continua Grégory, et la même serveuse. Il a demandé Sophia Rossi par son nom. Un soupir collectif et silencieux sembla parcourir le personnel. Ça y était. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un défi, un geste délibéré et calculé.
Sophia sentit son sang se glacer. Il ne l'avait pas oubliée. Il était y fixé sur elle. Peterson s'approcha de Sophia. Son visage était un masque de résignation sombre. « C'est vous, Rossi. Il vous a demandé. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Soyez une machine. Plus de remarques intelligentes. Faites simplement votre travail et partez. » Hochant silencieusement la tête, Sophia lissa son tablier de ses mains moites. Ce n'était pas comme la dernière fois. La dernière fois était un hasard. Cette fois, c'était un rendez-vous. En se dirigeant vers la table 7, elle avait l'impression de marcher sur le kilomètre vert. Les chuchotements de ses collègues s'étaient tus, remplacés par un silence troublant et vigilant. Blackwood était déjà assis, un verre d'eau devant lui, ce qui était inhabituel. Normalement, il commençait par un whisky. Il la regarda approcher, ses yeux pâles suivant chacun de ses pas. « Bonsoir, monsieur Blackwood, dit Sophia. » Sa voix était étonnamment stable malgré les battements effrénés de son cœur. Elle posa le menu sur la table. « Rossi, acquiesça-t-il son ton plat. Il ne regarda pas le menu. « Je commencerai par les coquilles Saint-Jacques poêlées, mais je veux qu'elles soient cuites exactement 1 minute de chaque côté. Utilisez un chronomètre si nécessaire. Elles doivent être servies sur un lit d'épinards tombés. Mais les épinards ne doivent pas toucher les coquilles. Une délimitation claire. » Sophia nota méticuleusement. « Oui, monsieur. Et pour le plat principal, j'envisageais le confit de canard, dit-il en tapotant la table de son long doigt. Mais je trouve la sauce aux cerises avec laquelle vous le servez banale. Dites au chef que je veux un glaçage à l'orange et à l'anis étoilé. Il doit être acidulé, pas sucré. Si je détecte plus qu'une pointe de sucre, le plat sera renvoyé. » C'était une remise en question directe de l'autorité du chef Antoine et de son menu. C'était conçu pour créer des frictions en cuisine, pour voir si elle allait résister ou transmettre cette demande insultante. Glaçage à l'orange et à l'anis étoilé. Acidulé, pas sucré. Compris, dit Sophia en prenant calmement note. Et pour boire de l'eau, dit-il, d'une bouteille non ouverte. Et il me faudra 3 tranches de citron. Pas 2 ni 4. 3. Et un verre séparé rempli de glace. Je ferai le mélange moi-même. Chaque demande était une petite affirmation de pouvoir, une complication délibérée d'un processus simple. C'était un labyrinthe de spécifications absurdes, conçues pour la faire trébucher, la faire échouer. Sophia croisa son regard, le maintint un instant, puis hocha légèrement et professionnellement la tête. « Bien sûr, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Elle retourna en cuisine et transmit les commandes. Antoine entra dans une fureur théâtrale. « Orange et anis étoilés, il se prend pour qui ? Il veut que j'invente un nouveau plat pour lui sur le champ. Et les coquilles, une délimitation. Il veut que je construise une petite clôture entre elles. Il me met à l'épreuve, chef, dit doucement Sophia, sa voix coupant sa tirade. Ce qui signifie qu'il vous met aussi à l'épreuve. S'il vous plaît, faites-le parfaitement. Antoine la regarda, puis regarda le bon de commande. Il poussa un long soupir frustré. D'accord, pour vous, Sophia, nous allons le faire. Nous allons lui construire sa clôture d'épinards. La première épreuve vint avec l'eau. Sophia revint avec une bouteille de San Pellegrino fraîche, un seau à glace, un grand verre rempli de glaçons parfaitement transparents et une petite soucoupe avec exactement 3 tranches de citron coupées uniformément. Elle ouvrit la bouteille devant lui, plaça tout à sa portée sur la table et se retira sans un mot. Il l'observait comme un faucon observe sa proie, mais ne trouva aucun défaut. Ensuite, les coquilles Saint-Jacques. Lorsque le plat arriva de la cuisine, c'était une œuvre d'art. 3 grosses de coquilles étaient dépoilées à la perfection, d'un brun doré. Elles reposèrent d'un côté de l'assiette et de l'autre une monticule soignée d'épinards, d'un vert vif, parfaitement tombé. Un espace littéral de porcelaine blanche, la délimitation, les séparait. Sophia porta le plat à la table avec la fermeté d'un chirurgien. Elle le posa devant lui. « Vos coquilles Saint-Jacques poêlées, monsieur. » Blackwood regarda longuement l'assiette. Il prit sa fourchette et poussa l'une des coquilles, vérifiant le dessous. Puis il prit un petit morceau d'épinard. Il mâcha lentement, délibérément. Son visage était impénétrable. Puis il coupa un petit morceau de coquille et le mangea. Sophia se tenait parfaitement immobile, retenant son souffle. Il ne dit rien. Il finit simplement les coquilles et les épinards, laissant l'assiette propre. Ce n'était ni un compliment, ni une plainte. C'était le vide. Le plat principal était le véritable test. Le confit de canard arriva, la peau incroyablement croustillante, et à côté, dans une petite saucière en argent, se trouvait une sauce sombre et brillante. Sophia le posa. « Le confit de canard avec le glaçage à l'orange et à l'anis que vous aviez demandé.
Blackwood prit la saucière et en versa une petite quantité sur le bord de son assiette. Il trempa la pointe de sa fourchette dans une minuscule goutte et la porta à ses lèvres. Il ferme les yeux. Sophia pouvait voir les muscles de sa mâchoire travailler. Toute la salle à manger semblait retenir son souffle avec elle. Il ouvrit les yeux et regarda la sauce, puis Sophia. Acceptable. Venant d'Alistair Blackwood, acceptable était la plus haute forme de louange. Une vague de soulagement si intense submergea Sophia qu'elle se sentit prise de vertige. Il continua à manger méthodiquement le plat, assaisonnant chaque bouchée lui-même. Il refusa le dessert mais commanda un café. « Noir » ordonna-t-il. « Je veux qu'il soit fraîchement préparé, pas un qui a attendu sur la plaque chauffante. » Sophia lui apporta une tasse fumante, préparée quelques instants auparavant. Il en but une gorgée et la reposa. Le repas était terminé. L'épreuve semblait achevée. « Kansoretron et sotsast, l'addition » dit-il d'un ton sec. Sophia apporta l'addition dans un porte-facture en cuir. Il y plaça une carte de crédit noire sans regarder le total. Elle effectua la transaction et rapporta le reçu pour signature. Il griffonna une signature illisible, se leva et se dirigea vers la sortie, sans un regard en arrière. Sophia attendit qu'il soit parti avant d'oser prendre le porte-facture. Ses mains tremblaient maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. Elle l'ouvrit pour récupérer la copie du restaurant et jeta un coup d'œil à la ligne du pourboire. Son souffle se coupa. L'addition s'élevait à plusieurs milliers, principalement à cause du vin de la semaine précédente. Sur la ligne du pourboire, où il laissait habituellement un pourboire standard, presque insultant de précision, de 20%, il avait écrit un nouveau chiffre. C'était une somme presque égale au coût du repas lui-même. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 semaines. Sous sa signature, il avait ajouté 2 petits mots presque illisibles pour le dérangement. Brenda et les autres serveurs se précipitèrent, leur curiosité l'emportant enfin. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda Brenda, scrutant Sophia comme si elle cherchait des blessures. Sophia était sans voix. Elle leur montra simplement le reçu. Des halètements se firent entendre. « Je ne comprends pas », murmura un jeune serveur nommé Paul. « Il ne fait jamais ça. »« Jamais. Il m'a laissé une note une fois, » dit sombrement Brenda. Elle disait que la salière n'était pas assez remplie. Cela n'avait aucun sens. Son comportement avait été intentionnellement hostile, conçu pour lui rendre la vie infernale. Mais le pourboire était extravagant de générosité. C'était une contradiction, une énigme. Il l'avait soumise à des épreuves, testant sa patience, sa mémoire, ses nerfs et le talent de la cuisine. Elle avait relevé chaque défi avec une compétence imperturbable, et à sa manière étrange, il l'avait récompensée pour cela. Sophia glissa sa copie du reçu dans sa poche. Le chiffre énorme était une réalité crue et déroutante. Ce n'était pas une victoire. C'était plutôt comme survivre à une bataille, en sortant non pas avec un trophée, mais avec une question. Qui était cet homme qui payait si généreusement pour le privilège d'être difficile ? Les avertissements de ses collègues concernaient un monstre, mais c'était plus complexe. C'était un homme qui, pour une raison insondable, testait le monde qui l'entourait et était prêt à payer une prime à ceux qui ne cédaient pas. La peur qu'elle avait ressentie auparavant fit place à une curiosité profonde et troublante. Le pourboire massif devint la nouvelle grande histoire du folklore de la cuillère dorée. Sophia n'était plus l'agneau mené à l'abattoir, elle était la dompteuse de dragons. Ses collègues la traitaient désormais avec un respect nouveau, teinté de crainte. M. Peterson cessa de la regarder avec pitié et commença à la regarder avec une sorte d'admiration perplexe. Pourtant, pour Sophia, cette victoire semblait vide. L'argent était une aubaine, immédiatement affectée à une grande partie des factures médicales en souffrance de sa mère, mais cette rencontre la laissait plus troublée que triomphante. C'était comme recevoir les félicitations d'un ouragan pour ne pas avoir été emporté. Une nouvelle routine commença à s'installer. Chaque mardi, Alistair Blackwood arrivait à 18h. Il demandait la section de Sophia et chaque semaine, il présentait une nouvelle série d'épreuves bizarres et exigeantes. Une semaine, il insista pour que son verre d'eau soit remplacé chaque fois qu'il était à moitié vide. Une autre fois, il se plaignit que le léger parfum des lys de l'arrangement floral dans le hall interférait avec le bouquet de son vin, obligeant un Grégory déconcerté à retirer l'imposant vase. Il renvoya une côtelette d'agneau, affirmant qu'elle était servie sous un angle peu attrayant. Sophia relevait chaque défi avec le même professionnalisme stoïque. Elle devint une experte dans l'anticipation de ses humeurs, dans le déchiffrage de ses plaintes énigmatiques. Elle apprit que l'éclairage est trop agressif signifiait qu'il voulait que le variateur soit baissé de 5% à peine perceptible.
Le bruit ambiant et distrayant signifiait qu'une famille avec des enfants bruyants à l'autre bout du restaurant le dérangeait. Elle gérait chaque demande sans un frémissement, devenant le centre calme du tourbillon de son mécontentement. Leurs interactions restaient inconcises et formelles. Il l'appelait Rossi. Elle l'appelait Monsieur Blackwood. Il ne souriait jamais et la regardait rarement dans les yeux. Mais à la fin du repas, il laissait toujours un pourboire follement, presque absurdement généreux. C'était devenu leur contrat tacite. Il mettrait à l'épreuve son endurance et elle monétiserait son malheur. Elle était son paratonnerre désigné. Le reste du personnel était épargné de sa colère, qui semblait maintenant se concentrer exclusivement sur elle. Ils étaient reconnaissants et Sophia trouvait une étrange satisfaction dans son rôle. L'argent changea sa vie. Elle était enfin en avance sur ses factures. Elle acheta un nouvel ordinateur portable à sa sœur pour ses études et ouvrit un petit compte d'épargne pour les futurs soins de sa mère. Un mardi soir, tard en automne, le restaurant était plus calme que d'habitude. Une pluie froide coulait sur les grandes fenêtres, transformant les lumières de la ville en une aquarelle. Blackwood était particulièrement silencieux, regardant la pluie avec une intensité profonde et maussade. Sophia lui servit son filet habituel, préparé selon ses spécifications exactes, et se retira à une distance discrète. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était sa sœur, Maya. Sophia savait qu'elle n'était pas censée prendre d'appels personnels pendant son service, mais une pointe d'anxiété la traversa. Maya l'appelait rarement au travail. S'excusant, elle se retira dans l'intimité relative d'une petite alcôve près de l'entrée du personnel et répondit à voix basse. « Maya, tout va bien? C'est maman? Elle va bien? »« Non, enfin si, elle va bien. » La voix de Maya était chargée d'émotion. C'est-à-dire, c'est comme d'habitude. C'est ça le problème. Je viens de recevoir le devis du spécialiste pour le nouveau traitement qu'il recommande. Sophia, on ne peut pas se le permettre. C'est plus que ce que tu gagnes en 1 an. L'assurance le qualifie d'expérimental et ne le couvrira pas. Le cœur de Sophia se serra. Elle s'appuya contre le mur, le plâtre frais contrastait violemment avec la chaleur de la panique qui montait dans sa poitrine. « Combien ? 40 000 $, chuchota Maya, la voix tremblante. Et ce n'est que pour la première série de traitements. Sophia, qu'est-ce qu'on va faire? Maman y met tellement d'espoir. C'est la première fois depuis des mois que je la vois excitée par quelque chose. » Sophia ferma les yeux, luttant contre les larmes. Elle sentait le poids des espoirs, des peurs et de l'avenir de sa famille peser sur elle. Les pourboires de Blackwood, aussi généreux soient-ils, n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan comparée à cette somme. « Ne t'inquiète pas, » dit Sophia, insufflant à sa voix une force qu'elle ne ressentait pas. « On trouvera une solution, on s'en sort toujours. Je peux prendre plus de services, peut-être faire un prêt. » Les mots sonnaient d'un creux, même à ses propres oreilles. « Sophia, ton crédit est déjà au maximum depuis sa dernière opération. S'il te plaît, ne ruine pas ton avenir pour ça. »« Vous êtes mon avenir, toi et maman, Maya, » dit Sophia avec ferveur, sa voix tremblant d'un mélange d'amour et de désespoir. « Je trouverai quelque chose, je te le promets. Ne parle pas du coup à maman, pas encore. Laisse-lui cet espoir, ne serait-ce qu'un petit moment. » Elles se dirent au revoir, et Sophia raccrocha. Sa main tremblait. Elle prit une inspiration profonde et saccadée, essayant de se ressaisir avant de retourner dans la salle. Elle devait être la serveuse calme et imperturbable. Elle ne pouvait pas se permettre d'être la fille effrayée et dépassée. Elle essuya une larme furtive sur sa joue, se tourna pour quitter l'alcôve et se figea. Alistair Blackwood se tenait à moins de 6 mètres d'elle, près de l'entrée des toilettes. Il ne la regardait pas, mais elle sut avec une certitude soudaine et glaçante qu'il avait été là tout le temps. Il lui tournait le dos, mais sa posture était tendue. Il avait tout entendu, le désespoir étouffé, la voix tremblante, le chiffre impossible, 40 000 $. L'embarras et la peur la submergèrent en une vague nauséabonde. Elle avait exposé sa vulnérabilité, son désespoir à l'homme même qui semblait se délecter d'un monde de contrôle parfait et insensible. Elle s'attendait à une réprimande, à un commentaire acerbe sur le fait de gérer des affaires personnelles pendant les heures de travail. Mais il ne fit rien. Il se retourna simplement et retourna à sa table, comme s'il n'avait rien vu ni entendu. Le reste de la soirée se déroula pour Sophia dans un brouillard de tension nerveuse. Il était encore plus silencieux qu'auparavant. Il termina son repas, paya l'addition avec un autre pourboire énorme et partit sans un mot. Sophia débarrassa sa table, son esprit tournant à plein régime. Avait-il entendu? Qu'allait-il faire de cette information? L'utiliserait-il contre elle? La pensée était terrifiante. 2 jours plus tard, pendant son jour de congé, Sophia triait une pile de documents médicaux,
lorsqu'elle reçut un appel d'un numéro inconnu avec un indicatif prestigieux du centre-ville. « Puis-je parler à Sophia Rossi ?» demanda une voix de femme claire et professionnelle. « C'est moi, » répondit prudemment Sophia. « Mademoiselle Rossi, mon nom est Catherine Pierce. Je suis associée principale au cabinet d'avocats Pierce, Davis et Grant. Je vous appelle au sujet du dossier médical de votre mère. » Sophia était déconcertée. « Pardon, mais je n'ai contacté aucun cabinet d'avocats. »« Je sais, » dit Catherine Pierce d'une voix aimable. « Nous avons été contactés par un tiers, un bienfaiteur qui souhaite rester anonyme. Cette personne nous a informé de la situation de votre famille, en particulier du refus de couverture d'assurance pour le traitement recommandé. Notre cabinet est spécialisé dans la contestation de tels refus et, dans certains cas, dans l'enquête sur les fautes médicales si les soins initiaux étaient de mauvaise qualité. Le bienfaiteur a organisé et payé une consultation complète pour vous et un examen complet du dossier de votre mère. Sans frais pour vous, bien entendu. » Sophia s'effondra sur une chaise, la tête lui tournait. « Un bienfaiteur ? Qui ? Pourquoi ? » « Comme je l'ai dit, la partie souhaite rester strictement anonyme, » répondit l'avocate sans heurts. « Leur seule instruction était de vous fournir la meilleure assistance juridique possible. Et nous sommes très doués dans ce que nous faisons. Madame Rossi, puis-je vous fixer un rendez-vous pour demain matin ?» Stupéfaite, Sophia accepta. Elle raccrocha, l'esprit en plein désarroi. Un bienfaiteur anonyme, un cabinet d'avocats de premier plan. Cela n'avait aucun sens. Qui pouvait faire une chose pareille ? Le mardi suivant, Sophia s'approcha de la table de Blackwood avec une nouvelle anxiété. Elle était armée d'un secret qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle avait rencontré Catherine Pierce, une avocate brillante et compatissante qui, après un examen préliminaire, estimait qu'elles avaient un dossier très solide contre la compagnie d'assurance et peut-être même une action en justice pour faute professionnelle contre l'un des médecins précédents de sa mère, ce à quoi elle n'avait jamais pensé. Une porte s'était ouverte là où il n'y avait eu qu'un mur solide. Elle servit le repas de Blackwood avec son efficacité silencieuse habituelle. Alors qu'elle lui versait son café à la fin du repas, ses mains étaient en ferme, mais son esprit criait « Était-ce lui ? Se pouvait-il que ce soit lui ?» Cela semblait fou, le tyran cruel et exigeant jouant le rôle d'un ange secret. Alors qu'il se préparait à partir, elle débarrassait son assiette à dessert. Il s'arrêta, regardant non pas elle, mais un point derrière son épaule. Son nom, dans ce monde, Rossi, dit-il d'un grondement sourd, tout à fait inattendu. Le système essaie conçu pour écraser les petites gens. La paperasse est déroutante à dessein. Les règles sont obscures à dessein. Il leva enfin les yeux pour croiser les siens. Ses yeux bleu glacial contenaient une profondeur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Quand quelqu'un vous offre un bon conseil, continua-t-il d'une voix mesurée, il serait stupide de ne pas le suivre. » Et sur ces mots, il se leva, jeta sa serviette sur la table et quitta le restaurant, laissant Sophia debout sur place, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. C'était lui. Il n'y avait pas d'autre explication. Le timing, le commentaire... Alistair Blackwood, le monstre de la cuillère dorée, l'homme qui détruisait des vies pour une soupe froide, venait de donner une bouée de sauvetage à sa famille. La lueur d'humanité qu'elle venait d'entrevoir n'était pas une lueur. C'était un éclair de lumière aveuglant, illuminant le mystère sombre, complexe et totalement déroutant de l'homme de la table 7. La révélation qu'Alistair Blackwood était son bienfaiteur anonyme a fait voler en éclats la perception que Sophia avait de lui. Le tyran cruel et exigeant était aussi un ange de miséricorde secret. La contradiction était trop profonde pour être ignorée. Consumée par le besoin de comprendre l'homme derrière le masque, Sophia consacra ses heures libres à une nouvelle mission, découvrir le véritable Alistair Blackwood. Son enquête commença à la petite table de la cuisine, éclairée uniquement par la lumière de l'ordinateur portable de sa sœur. Les premières recherches donnaient dans le récit public familier. Des profils élogieux dans les magazines d'affaires célébrant son sens aigu des affaires et des articles de tabloïds sordides le dépeignant comme un reclus aigri hanté par son passé. Tous racontaient la même histoire superficielle d'un homme changé en pierre par le chagrin. Sophia savait qu'il y avait plus. Elle a creusé plus profondément, dépassant les 10 premières pages de résultats de recherche et utilisant des mots-clés plus spécifiques comme « droit des victimes » et « aide juridique pro bono ». Des termes qu'elle avait appris lors de sa rencontre avec Catherine Pierce. La percée est venue d'un obscur billet de blog juridique datant de plus de 10 ans. Il déplorait l'échec d'un projet de loi proposé appelé « Projet de loi Olivia Lilian », qui visait à imposer des peines plus sévères pour les conducteurs en état d'ivresse. Les noms, sa fille et sa femme, lui ont porté un coup à l'estomac. L'article mentionnait en passant que le petit groupe de défense des droits à l'origine du projet de loi était discrètement financé par un donateur anonyme.
Cet indice était la clé. En utilisant le nom du groupe de défense, Sofia a découvert une histoire cachée. Un schéma est apparu, une piste de miettes de pain menant à travers des années de philanthropie discrète et non médiatisée. Elle a trouvé des traces d'une subvention massive à une organisation à but non lucratif qui fournissait des conseils juridiques gratuits aux familles aux prises en pose avec de puissantes compagnies d'assurance. Elle a découvert une bourse d'études dotée dans une université pour les futurs défenseurs publics. Dans chaque cas, le financement provenait d'une source anonyme et mystérieuse. C'était lui, à chaque fois. Sofia se renversa, stupéfaite. Blackwood ne se contentait pas de s'en prendre au monde. Il menait une guerre secrète et solitaire contre l'injustice systémique même qui avait détruit sa propre vie. Son obsession du contrôle au restaurant prenait soudain un sens parfait et tragique. Ce n'était pas le caprice d'un homme riche, mais une réaction traumatique profonde. Ayant perdu le contrôle du moment le plus important de sa vie, il faisait face en micro-gérant le seul petit coin du monde qu'il pouvait, son dîner. La température de sa soupe, l'angle de sa côtelette d'agneau, s'était craint des tentatives désespérées pour imposer de l'ordre à un univers qui ne lui avait montré que le chaos. Sa grossièreté était une forteresse construite pour tenir les gens à distance et s'assurer qu'il ne perdrait plus personne. La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsqu'elle trouva une vieille chronique mondaine, publiée avant l'accident. La photo montrait un Alistair Blackwood beaucoup plus jeune et souriant lors d'un gala de charité. À son bras, sa femme Liliane rayonnait, et elle tenait par la main une petite fille à qui il manquait une dent de devant, Olivia. La légende soulignait leur soutien à un programme d'alphabétisation pour enfants. Il n'avait pas toujours été un monstre, il avait été un mari, un père, un homme heureux. En voyant cette photo, Sofia ressentit une telle douleur empathique qu'elle éclipsa toute sa peur précédente. Armée de cette vérité dévastatrice et humanisante, Sofia savait que sa prochaine rencontre avec lui ne pourrait pas être la même. Elle devait reconnaître l'homme qu'il était vraiment, et non le personnage qu'il jouait. Ce mardi-là, elle s'approcha de sa table avec un nouveau sentiment de détermination. Il commença sa litanie habituelle de demandes complexes, mais maintenant Sofia les entendait différemment. Non pas comme de la méchanceté, mais comme le rituel appris de la douleur. Lorsqu'elle lui apporta son thé spécial, elle attendit une accalmie dans le brouhaha de la salle à manger. « Monsieur Blackwood, croissant », commença-t-elle d'une voix douce mais claire, le faisant lever les yeux, surpris par cette rupture de leur protocole. « Je lisais l'autre jour sur les groupes de défense des droits, ceux qui aident les familles à se battre pour les droits des victimes. » Un silence profond s'installa sur lui. Ses mains, qui reposaient un sur la table, s'immobilisèrent. Il écoutait attentivement. « J'ai été tellement frappé par cela, » continua Sofia, soutenant son regard. L'idée qu'il y ait des gens qui travaillent encore dans les coulisses, qui se battent quand pour des étrangers qu'ils n'ont même jamais rencontrés. Ils ne le font pas pour la reconnaissance. Ils voient simplement une injustice et c'est pour ça de la réparer. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air entre eux. Je trouve juste incroyable ce que certaines personnes font, en se battant pour les autres, surtout quand personne ne regarde. Le silence qui suivit fut profond, chargé de sens inexprimé. La forteresse autour d'Alistair Blackwood se fissura. Pour la première fois, il ne l'évaluait pas ni ne la testait. Il la voyait vraiment. Il voyait la personne qui avait regardé au-delà de sa façade monstrueuse et reconnu l'homme blessé à l'intérieur. Il s'éclaircit la gorge, produisant un son rauque et guttural, et prit le menu, bien qu'il ne le lise pas. « Les coquilles Saint-Jacques, » dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je pense que je vais prendre les coquilles Saint-Jacques poêlées ce soir, exactement comme le chef les prépare. » C'était une concession, un drapeau blanc. Les épreuves en terminées. Sofia hocha simplement la tête avec un petit sourire entendu aux lèvres. Elle avait trouvé la vérité et, en la partageant si subtilement, elle avait ouvert la porte au véritable Alistair Blackwood. La trêve, déclarée autour d'une assiette de coquilles Saint-Jacques, a marqué un changement profond. Les visites hebdomadaires d'Alistair Blackwood se sont transformées, passant d'épreuves tendues à des rituels calmes et respectueux. Les exigences étranges et précises ont cessé. Il a commencé à demander l'avis de Sofia sur les accords mets et vins et, à l'étonnement du personnel, il a effectivement suivi ses recommandations. Leur relation s'est installée dans une tranquillité confortable, chargée de la connaissance tacite de sa bonté secrète. Le véritable tournant est survenu lorsque le cabinet d'avocats de Catherine Pierce a remporté une victoire qui a changé la vie contre la compagnie d'assurance. Avec les soins futurs de sa mère assurés, Sofia a ressenti une gratitude immense qu'elle ne pouvait plus contenir.
Ce mardi soir-là, alors que le restaurant commençait à se vider, elle sut qu'elle devait briser leur pacte silencieux. Elle s'approcha de sa table avec détermination. « Monsieur Blackwood », commença-t-elle d'une voix ferme. Il leva les yeux de la fenêtre, une lueur de compréhension dans ses yeux pâles. « Sophia, je soupçonne que vous avez plus à dire que de simplement me demander si je veux une recharge. »« Oui, » dit-elle en reprenant son souffle. « Je sais que c'était vous. » Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « Votre avocate est très douée. J'espère que le résultat a été satisfaisant. »« Cela a changé la vie de ma famille, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Vous avez donné un avenir à ma mère. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. »« Aucun remerciement n'est nécessaire, entendit-il doucement. Le système vous a fait défaut. J'ai simplement fourni un outil pour équilibrer les chances. » « C'est plus que cela, insista-t-elle doucement. J'ai fait mes recherches. Le projet de loi Olivia Lillian, les bourses d'études, les autres familles. Je sais que le monstre que tout le monde craint n'était qu'un masque. » L'ombre de sa vieille douleur traversa son visage. « Cette réputation maintient le monde à distance. Après avoir perdu ma famille, le monde est devenu un simple bruit. Contrôler les choses ici était le seul moyen de le faire taire. Un substitut pathétique au contrôle que j'avais perdu. » « Je vois un homme qui a enduré tout cela, » répondit Sophia, sa voix douce d'empathie, « et le même homme qui a sauvé ma mère. » Pour la première fois, un sourire sincère, bien que petit, toucha les lèvres d'Alistair. « Vous avez été la première personne depuis des décennies à ne pas avoir peur. Vous n'avez pas vu un monstre. Vous avez vu un client grossier et vous avez tenu bon. » Il fit une pause, son expression devenant sérieuse. « J'ai une proposition. Toutes ces œuvres de charité anonyme ont besoin de quelqu'un pour les gérer, quelqu'un d'intègre et de courageux. Je crée la fondation Blackwood et je veux que vous en soyez la directrice exécutive. » Sophia resta sans voix, sous le choc. Il lui offrait une nouvelle vie, un chemin qu'elle n'avait jamais rêvé, une chance d'aider les autres comme on l'avait aidé. Elle regarda la salle à manger élégante, la scène de sa peur et de son triomphe, et sut que son temps ici était terminé. « Oui, dit-elle d'une voix claire et confiante. J'accepte. » Ce n'était pas la fin d'un conte de fées, mais un nouveau départ. Il faisait le premier pas hors de l'ombre, et elle commençait une carrière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La serveuse qui avait refusé de reculer n'avait pas seulement gagné son respect. Elle lui avait donné une raison de s'engager à nouveau avec le monde. L'histoire de Sophia et Alistair n'est pas seulement celle d'une serveuse et d'un milliardaire. C'est un puissant rappel que les personnes que nous qualifions de monstres mènent souvent des batailles dont nous ignorons tout. Cette histoire montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de tenir bon malgré elle. Un seul acte de défi, un seul refus d'être rabaissé, a déclenché une chaîne d'événements qui a révélé une vérité cachée et guéri deux vies très différentes. Leur parcours nous apprend que l'empathie est un super pouvoir, et que voir la personne derrière la façade peut changer non seulement son monde, mais aussi le nôtre. Si cette histoire de connexion inattendue et de bonté cachée vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui changent nos perceptions et réchauffent les cœurs. Votre soutien nous aide à continuer de trouver et de raconter ces récits incroyables.